Bonsoir à toutes et à tous, je suis ravie de vous retrouver ce soir pour cette nouvelle édition de la Tranche Info. Nous sommes le mardi 16 janvier et tout de suite nous partons pour une demi-heure de JT qui sera suivie d'un focus spécial carnaval. C'est une triste affaire d'expulsion qui se déroule en ce moment à Saint-François. Installée sur son terrain familial depuis des décennies, Venise Lutin fait actuellement l'objet d'une obligation de quitter son domicile situé à La Coulée. L'histoire a démarré il y a 10 ans lorsque le tribunal a prononcé son expulsion. Depuis hier, l'eau et l'électricité ont été coupées, ses affaires ont été évacuées et aujourd'hui, Madame Lutin ne comprend pas. Découvrez son témoignage ainsi que la réponse du maire de Saint-François au micro de Solène Fèvre. Un hectare que papa, moi, père géniteur, en moi laissé, pour moi, avec 4 serres. Le quart d'individu d'une étendue de 4 hectares. Donc, continue 1 hectare. Madame a fait un conteneur de 3 hectares. Il faut rester 1 hectare. Il vend, il baille, il fait ça, il veut. Rester 2 hectares qu'ils vendent pour M. Max Fétida. Mais toujours ni 1 hectare en moins. Moi, c'est moi. Et c'est ça encore réclamé. Depuis 2010, très précisément, un jugement ordonne l'expulsion des consorts Saphir Lutin. Et c'est ce jugement qui a été mis à exécution récemment, donc vous dire près de 10, 12, 13 ans après. Et ce jugement étant mis en exécution, des huissiers sont venus pour procéder à l'expulsion avec le concours de la force publique qui a été requise et le préfet a accordé la force publique. Puisque ça se passe sur le territoire de la commune de Saint-François dont je suis le maire, j'ai été informé de cela et je me suis même rendu sur place pour voir si tout se passait bien, s'il y avait de troubles à l'ordre public, etc., comme cela se fait en usage normalement. Un garçon qui a crié, maman, mi gendarme, yo ka vinn pour yo expulser moun. J'atini voiture de déménagement, yo prend frigidaire moi, yo prend congélateur moi. Yo prend bonne case moi qui ça là qui commence là, yon qui pne. Yo achète porte case moi, oui. Yo achète porte case moi, yo achète yo parti avec 2 porte case moi. Yo prend toutes les photos à ti moun moi. Yo coupé électricité en moi. Hier soir, endormi sans appareil respiratoire en moi. Et on y a ma tête, puisque si on parti, n'y a pas dormi bien. Si on parti, n'y a pas dormi bien, il a coupé l'électricité en moi et mis appareil là. J'ai quand même pris le soin d'essayer de trouver, s'agissant de 2 administrés de Saint-François, les réunir en mairie pour voir s'il n'y avait pas une ultime possibilité d'entente ou d'accord entre eux, ce qui manifestement n'a pas été possible puisque l'exécution a cours maintenant. Mais Saint-François, la ville ni le maire, nous ne sommes nullement concernés par cette affaire et encore moins complices, comme j'ai entendu dire ou j'ai vu écrire sur les réseaux sociaux, en quoi on serait complice. 2 administrés de Saint-François, c'est particulièrement pénible d'entendre, de voir des personnes expulsées de leur habitation pour être complices de cela. Un seul bitin commandé pour yon quitte moins terrain en moins. 1 hectare, on ne peut pas demander plus. Il a acheté tout le terrain là, s'il voulait, ça c'est le problème. Madame, maman, va faire l'acte 39, c'est le problème. Ça va tant moins. Tant moins, c'est 1 hectare et quelques arbres. Que moi et c'est moi qui est héritier de maman nous, que papa nous laisse. Le papier important que le juge et le procureur a envoyé un géomètre, ce n'est pas nous qui avons demandé le géomètre, pour délimiter les parcelles où nous sommes. Il nous a dit qu'il n'a jamais reçu. Nous l'avons reçu, c'est le procureur et le juge qui a délégué. Lui, il n'a pas reçu. Son avocat ne l'a pas reçu. Mon beau-frère lui a dit, eh bien Max, comme on est d'accord pour acheter, demain matin, je vais t'emmener les parcelles bien situées. Et le lendemain matin, on a donné à Max le papier.
Et chaque jour, mon beau-frère lui voit l'appeler pour lui dire qu'est-ce qu'il en est. Ah, c'est mon avocat. Et hier matin, mon beau-frère l'a appelé et lui a demandé, mais qu'est-ce qu'il en est? Ah oui, mais c'est mon avocat, c'est mon avocat, c'est mon avocat. Et on a reçu ça hier matin. Un paquet sorti en case en moins qui est en moins. Case là, c'est en moins. Il écrit en les noms moins. AV6 lutin Marie-Venise. La loi qui est pour moi pas des pieds, mais moi-même, belle sortie à des. Favoriser l'emploi des personnes en situation de handicap dans la fonction publique, c'est l'objectif du Fonds pour l'insertion des personnes handicapées dans la fonction publique. Ce matin, le directeur général du CHU Guadeloupe et le directeur territorial de l'ALFPA ont procédé à la signature d'une convention en présence de Marine Neuville, directrice générale du FIPHFP. Cette convention a pour but de renforcer le partenariat autour du dispositif emploi accompagné financé par l'institution. Un reportage signé Solène Fèvre. FIPHFP aujourd'hui se réjouit de signer cette convention avec le CHU et la LEFPA pour la mise en place d'un dispositif d'emploi accompagné pour l'accompagnement justement des personnes en situation de handicap du CHU. L'objectif, c'est d'avoir 6% de personnes en situation de handicap qui travaillent, que ce soit dans le secteur privé ou dans le secteur public. Cet objectif de 6%, il a été mis en place dès 1987 et la loi de 2005, grande loi fondatrice sur le handicap, on va fêter ses 20 ans l'année prochaine, a rappelé cet objectif pour la fonction publique en créant justement le FIPHFP qui apporte un appui financier, mais également un appui en termes d'expertise, en termes de mobilisation des acteurs aux employeurs publics pour atteindre ces 6%. Il n'est pas très simple d'être en situation de handicap dans le monde du travail, donc ça nécessite un petit peu des soutiens, des attentions particulières, et puis en retour, ça favorise le maintien dans l'emploi de ces mêmes personnes. Donc il y a une forte volonté qui est inscrite dans les politiques publiques de faire en sorte que les personnes en situation de handicap puissent accéder à l'emploi, et puis une fois qu'elles y être maintenues, ça c'est des enjeux qui sont quand même très forts au niveau sociétal. C'est important pour le CHU d'accompagner l'ensemble de ces professionnels, et notamment les professionnels qui souffrent d'un handicap. C'est pas quelque chose de nouveau, c'est-à-dire que c'est quelque chose qui existe déjà sur l'établissement. Et depuis 2017, par exemple, on a une référente handicap qui peut accompagner chaque professionnel souffrant d'un handicap particulier. Pour autant, on a besoin d'aller plus loin, on a besoin d'intensifier à la fois nos mesures d'accompagnement des professionnels, mais aussi de travailler sur la prévention. L'idée étant bien évidemment de mettre en place des organisations de travail, un environnement de travail qui, d'une part, assure une prévention par rapport à l'apparition d'éventuels handicaps et lorsque le handicap est présent, qu'on puisse accompagner le professionnel dans l'évolution de son métier. Tout juste nommée au ministère de l'Éducation nationale et de la jeunesse, Amélie Oudéa-Castéra est déjà au cœur d'une polémique. Interrogée vendredi dernier sur sa décision de retirer ses enfants d'un établissement public au profit d'une prestigieuse école privée, la nouvelle ministre justifie son choix par un paquet d'heures pas sérieusement remplacées dans le public. Une déclaration qui a choqué et fait réagir les syndicats, notamment le syndicat national des agents publics de l'éducation nationale, qui a déposé plainte en diffamation pour ses propos qui décrédibiliseraient l'établissement public. En Guadeloupe, le FSU Guadeloupe a également fait part de son mécontentement. Découvrez la réaction d'Eddy Ségur, secrétaire général FSU Guadeloupe, au micro de Michel Depape et Mathéo Rouet. Aujourd'hui, on a une ministre qui est en difficulté. Elle a menti. Elle n'a pas effectivement dit pourquoi elle a mis ses enfants dans le privé. Nous savons pertinemment que ce sont pour des raisons idéologiques et non pas pratiques. Et donc, il aurait mieux valu que cette ministre, dès le départ, nous explique effectivement qu'elle assume tout simplement cette différenciation de classe sociale, notamment en s'octroyant donc la possibilité de mettre ses enfants dans le privé. Et donc, nous, tout ce que nous demandons, c'est qu'enfin, on ait un ministre qui considère l'école publique comme il se doit, en lui donnant les moyens, notamment en personnel, notamment en revalorisant les personnels,
et puis surtout faire de telle façon que nos élèves puissent réussir. Nous savons très bien qu'en Guadeloupe, par exemple, nous sommes sous-dotés en éducation prioritaire, ce qui aurait permis d'alléger les effectifs, ce qui aurait permis d'avoir plus d'enseignants, de ne pas subir les fermetures de postes. Et ce qui se joue aujourd'hui, c'est tout simplement faire de telle façon que l'école puisse permettre la réussite de tous les élèves, notamment des élèves les plus défavorisés. Et c'est pour ça que la FSU va appeler donc à une mobilisation le 1er février, journée de grève où nous demandons à tous les personnels de fermer les établissements. Ministre qui est à mi-temps sur l'éducation nationale et à mi-temps sur les sports, les Jeux olympiques. Aujourd'hui, l'école a besoin effectivement de moyens et d'avoir une attention toute particulière. Elle doit être une priorité. Et donc, nous craignons effectivement que la ministre n'ait pas le temps de régler les problèmes majeurs de l'école. Les problèmes majeurs de l'école sont donc des problèmes d'affectation, de création de postes, mais c'est aussi des problèmes de revalorisation salariale, de moyens à mettre en place, notamment pour accueillir les enfants en situation de handicap. C'est plus d'adultes pour notamment régler les problèmes de violence que nous rencontrons dans nos établissements. Et donc aujourd'hui, nous estimons que ce gouvernement ne répond pas justement aux attentes des personnels qui aujourd'hui sont extrêmement inquiets. Et puis lorsqu'on voit effectivement qu'on a une ministre qui met ses enfants dans le privé et qui méprise l'école publique, notamment en mentant sur les raisons qui font qu'elle a scolarisé ses enfants dans le privé, nous avons effectivement de quoi être inquiets à la FSU sur les moyens qui seront octroyés à l'école publique. L'année 2024 a déjà bien démarré et avec elle arrive son lot de nouveautés. Du côté de la ville des Abîmes, les premiers temps forts se préparent. Ce matin, les élus abîmiens se sont réunis pour le premier conseil municipal. On fait un point rapide avec Michel Depape. Aujourd'hui, on avait 4 points à l'ordre du jour que j'ai eu l'honneur de présider en l'absence de notre maire empêché. Et donc, ça s'est très très bien passé au niveau du budget, au niveau de l'arrêtement pour faire une manifestation pour nos sportifs abîmiens. Donc, pour nous, ça a été normal. C'est quelque chose de très simple qui s'est passé ce matin. Pour approvisionner les riverains en eau potable en quantité et en qualité suffisante, l'État, la région, le département et le SMGEAG poursuivent le plan d'action 2024-2027 sur la gestion de l'eau. En octobre dernier, le préfet de région Xavier Lefort et les présidents du conseil régional, du conseil départemental et du SMGEAG s'étaient engagés à tenir un point d'étape trimestriel pour garantir une transparence renforcée. Ce matin, lors d'une conférence de presse qui s'est tenue à Trois-Rivières, les 4 instances ont présenté l'état d'avancement des travaux ainsi que les améliorations engendrées par les opérations achevées sur les réseaux d'adduction en eau potable et d'assainissement. On fait le point avec Maxime Morel et Mathéo Rouet. Nous avons pris l'engagement de tenir cette réunion, une conférence de presse tous les 3 mois, de manière à informer sur l'évolution des travaux, quelle est la situation, puisque notre objectif final, c'est qu'il puisse y avoir de l'eau en qualité et en quantité dans tous les robinets. On est sur un site où on montre que concrètement les choses avancent. Voilà. On illustre à travers cette... On ne la fait pas effectivement à la préfecture, à la région, au département. On les fait d'ailleurs, il y a un petit peu d'aménagement à faire. On les fait ici sur le terrain pour montrer que ça avance. Donc on est sur une programmation de travaux de 300 millions au total, dont derrière moi 110 millions pour les 35 opérations vraiment structurantes, sur lesquelles on a des résultats à attendre en termes de distribution, en termes d'adduction, en termes d'assainissement. Donc, ce qu'on a présenté aujourd'hui, c'est l'avancement de ce chantier, de cette programmation des investissements. On est au rendez-vous, moi je considère qu'on est au rendez-vous. On a aujourd'hui sur les 35 opérations, on en a 17 ou 18, pardonnez-moi si je ne suis pas précis, on a 17 ou 18 qui sont ou terminés ou en cours.
Et ça, c'est une bonne nouvelle. Nous sommes sur le site de l'Hermitage, donc Hermitage, où une opération de grand captage qui sera réalisée. Ce grand captage permettra de porter une réponse à plus de 2100 abonnés sur le territoire de la commune de Trois-Rivières. Aujourd'hui, Trois-Rivières, comme plusieurs communes de la Guadeloupe, Trois-Rivières est impactée par des tours d'eau et nous avons bon espoir qu'avec la réalisation de ce grand captage, mais aussi avec la livraison du surpresseur de la plaine qui serait prévue sur les semaines à venir, ces opérations pourront permettre à ce que sur notre territoire de Trois-Rivières, que la question des tours d'eau soit derrière nous. On a pu le voir sur Trois-Rivières, il y a beaucoup de tours d'eau, mais avec ces travaux où nous sommes aujourd'hui, également le surpresseur, d'ici la fin du premier semestre, les problèmes d'eau seront résolus au moins en grande partie sur ce territoire. J-1 avant le début du week-end culturel de Mascaclé. Ce matin s'est tenue une conférence de presse au centre culturel Sonis pour présenter les temps forts de l'événement. Pour cette 11e édition, le mouvement culturel Mascaclé, qui fête ses 25 années d'existence, a convié le groupe Afro Legado, groupe de musique plena originaire de Porto Rico. Du 17 au 21 janvier, cet événement promet un échange culturel et musical entre la Guadeloupe et la Caraïbe. Un reportage signé Charlie Dagonia. La particularité, c'est déjà d'avoir gagné le pari, de faire venir le groupe Afro Legado. Un pari qu'on s'est fixé depuis 2002. 2002 avec, je dirais, Josué et Julien Mérillon, je veux dire le COECA, qui nous ont permis d'aller à Porto Rico, voilà, dans un échange avec Tato Conrad. Et on s'est dit qu'un jour, on fera venir un groupe de pléna qu'on a découvert là-bas. Ben, le pari voilà, est tenu. Donc en 2024, les 25 ans de Mascaclé, on fait venir le groupe Afro Legado afin justement de toucher du doigt que nous avons une histoire commune dans la Caraïbe et que nous avons de l'art similaire, et notamment par le biais de la musique entre la Plena et le Saint-Jean. Ciertamente este intercambio representa un paso muy grande, especialmente entre dos Antilles. Cet échange est très important. Son premier rôle, c'est d'unir deux îles antillaises, en fait, deux îles antillaises, et nous unir à travers une culture forte qui est la culture afro-caribéenne. Pues adicional a la cultura de Guadalupe. En plus de la culture guadeloupéenne, on va avoir la plena, qui est une tradition de tambourin à la main. Et aussi, on va apporter la tradition la plus ancienne afro-caribéenne, qui est la bomba. Et ça se fera à travers avec des conférences, des ateliers et des échanges. Ce qui est important, c'est on aborde tous la peau du cabri ou autre. D'accord? Déjà, ça, c'est une chose. Et on voit qu'il y a au moins un instrument qui ressemble au nôtre, qui est le djembé, le tambour qu'ils ont. Donc ça se voit bien que c'est de l'Afrique aux Antilles et pas des Antilles à l'Afrique. Donc voilà, ça c'est déjà une première base. La deuxième chose, c'est la rythmique, la façon dont elle est décomposée. Donc on voit bien qu'effectivement nous avons une autre orientation dans notre composition par rapport à cette rythmique-là, mais eux aussi, c'est-à-dire qu'à un moment, il y a un croisement. Donc, ce qui veut dire qu'effectivement, il y a beaucoup de similitudes que nous pouvons échanger ensemble, et certainement, et on va encore le démontrer lors du côté posé, que nous avons la même histoire. Et pour continuer dans cette dynamique carnavalesque, nous recevons ce soir le président du comité de carnaval de Sainte-Rose, monsieur Daniel Burner, qui vient nous parler du carnaval Limace. Bonsoir monsieur. Bonsoir.
Bienvenue, merci d'avoir accepté notre invitation et d'être présent aujourd'hui pour nous parler donc du Carnaval Limace qui est à sa 14e édition. 14e édition, tout à fait. Très bien. Est-ce que vous pouvez nous parler du programme donc, que vous avez prévu pour cette année? Alors, c'est très simple. On commence le samedi matin par un village carnaval où les groupes vont exposer leurs vêtements et autres jusqu'à 14h, de 8h à 14h. Et le soir, le grand déboulé à Pau avec presque tous les groupes 50-50, MKM, Nation, ils seront là, 50-50, tout ça. Ouais. Et dimanche, on sera dans le grand carnaval vraiment. Alors, Gamble Star a le titre en main. Il viendra défendre son titre pour essayer de le garder. Mais il y a des challengers. Il y a Double Face, il y a Kassika, il y a Avant-Vent, Explosion V, Magistral. Ils sont tous là. Hein. Très bien. Et comment s'est passé pour vous l'organisation de cette parade, de cette 14e édition? Écoutez, c'est une grande organisation qui prend du temps. Ça prend des mois pour organiser cela. Il y a la sécurité à mettre en place. Il y a l'organisation générale avec tous les groupes pour savoir quel groupe qui vient pas. Régler le transport, tout ça, c'est du travail, tout ça. Tout à fait. Et est-ce qu'on retrouvera donc également des groupes originaires de Sainte-Rose qui viendront aussi essayer de rafler le titre? Ah bien sûr, ils seront là. Mais par contre, ils ne font pas partie du concours. Ils ne participeront pas au concours. Il y aura donc Vent Levé, Waka Chiriban, Vibration, et puis le groupe Amas. Ouais. Très bien. Et qu'est-ce qu'on peut attendre justement du village que vous nous proposez dès le matin? Qu'est-ce que les visiteurs, les amateurs de carnaval pourront retrouver pour s'amuser et pour profiter? Ils pourront surtout pour les enfants d'ailleurs, parce qu'il y aura un stand dédié aux enfants pour le maquillage, pour apprendre le maquillage. Il y aura aussi des jeux gonflables et les associations vont exposer leurs vêtements d'antan et voilà quoi. Très bien. Donc le rendez-vous donc pour ce carnaval Limace. Donc on commence donc le samedi 20 avec donc le village Limace de 8h à 15h. Oui. On poursuivra donc à 19h pour le défilé des groupes à Pau. Et le dimanche 21 janvier, donc on retrouvera la grande parade à 15h qui sera donc suivie du concours. Ouais. À noter que samedi, le carnaval débutera au niveau du collège et fera le tour du centre-ville si vous voulez. Et le dimanche, le défilé partira au bord de mer. Très bien. Est-ce qu'il y a donc des dispositions à prendre pour les personnes qui souhaiteraient voir le carnaval à Sainte-Rose? Oui, il faut venir très tôt. Le dimanche, le samedi, il faut venir à 18h, faut être là pour passer les barrages. Et le dimanche également, c'est 12h au minimum. Très bien. Ouais. Donc prévoyez donc vos chaises, de quoi boire, manger. Vous trouverez également de quoi vous sustenter à Sainte-Rose. Il y en a qui sont là dès 9h du matin. C'est ça. Ouais. Et donc ne loupez pas le rendez-vous pour le carnaval Limace ce week-end à Sainte-Rose. 14e édition. Très bien. Merci beaucoup, Monsieur Burner. Je vous en prie. Ce samedi 13 janvier, à l'aérodrome de Saint-François, une trentaine d'enfants en situation de handicap ont effectué leur baptême de l'air. Organisé par le Rotary Club de Grande-Terre Pointe-des-Châteaux et le comité départemental aéronautique, cette sortie dans les airs a mobilisé de jeunes pilotes qui ont pu accompagner les enfants dans ce grand rêve. Découvrez leur réaction au micro de Charlie Dagonia. On a contacté le Rotary Club Grande-Terre Pointe-des-Châteaux. On a contacté le Centre Espoir de Pointe-à-Pitre et ils ont voulu jouer ce jeu avec nous et c'était partant et heureux de faire voler leurs enfants de centre pour la première fois au-dessus de la Guadeloupe. C'était beau. C'est tout. Qu'est-ce qu'on a survolé? La Désirade, la Pointe des Châteaux et la Petite Île. Ouais, Petite Terre. Ça se passe super bien. Les jeunes sont un peu discrets et timides au début. Après, quand on décolle, on commence à être
très, très heureux de voir toute la beauté de l'archipel. En général, c'est beaucoup d'émotions au moment du décollage et une fois à l'atterrissage, ils se sentent un peu soulagés. On voit vraiment des sourires jusqu'à derrière les oreilles. C'est un très bon moment partagé. Qu'est-ce que tu as vu? La piscine, la villa. Écoutez, quand on voit leur regard un peu interrogatif, quelquefois un peu angoissé, quand ils partent et quand on voit leur regard quand ils reviennent, je crois qu'on a eu bon sur toute la ligne. Il suffit de voir leur sourire, leur regard émerveillé pour dire que ça a été une très très belle journée pour eux. Donc ça vaut le coup de se dépenser. On a eu l'occasion de faire cette opération avec d'autres personnes, mais finalement avec le Rotary, c'est une très très belle initiative parce que ça permet aux enfants d'avoir confiance en eux, de donner aux enfants qui n'ont pas la possibilité de prendre l'avion ou bien d'être valorisés. Ça, c'est hyper important pour offrir et consacrer un peu de temps à ces enfants et je trouve l'opération formidable. Du coup, pour nous, c'est très important d'être à côté de ces gens-là. On a vu la mer, on a vu un lac, et on a vu la Désirade. Nous continuons à accompagner cette action du Rotary Club à l'égard des enfants atteints de handicap, en situation de handicap. Et c'est bien que ces enfants aient pu faire ce baptême de l'air ici, à Saint-François, parce qu'on voit vraiment les yeux briller malgré le temps un petit peu incertain. On voit le soleil dans les yeux de ces enfants. Et c'est que du bonheur pour eux, que du bonheur pour nous de les accompagner dans cette action. On a regardé, on a vu Petite Terre, Désirade, Marie-Galante. On a aussi, et j'ai piloté aussi. C'est ainsi que s'achève notre journal. Merci de votre fidélité. Je vous retrouve demain à 18h30 pour une nouvelle édition de La Tranche Info. Et dans quelques instants, on se retrouve avec un focus spécial carnaval. À tout de suite.